C'est l'heure de l'invité du grand journal de la mi-journée et nous revenons sur le coup d'envoi aujourd'hui de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée. Le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Hassan II de Casablanca y prend part. Il est avec nous en direct de la ville du Détroit. Abdelatif Komat, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, dans un message adressé aux participants, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé à l'élaboration d'une feuille de route claire et consensuelle qui définit les orientations stratégiques pour la prochaine étape de cette régionalisation avancée. Que vous inspire cet appel lancé par le souverain ? En fait, c'est un appel qui, en fait, tout d'abord rappelle les grands défis en fait, auxquels sont affrontées les régions en fait, aujourd'hui ou demain, qui portent sur un certain nombre de dimensions. Tout d'abord, Sa Majesté a rappelé la nécessité de l'opérationnalisation effective de la déconcentration, qui est un point en fait, de départ et fondamental. Et puis, bien évidemment, Sa Majesté a relevé d'autres défis liés notamment au développement de la démocratie participative, à l'opérationnalisation des attributions des régions, mais également les grands défis économiques qui passent forcément par l'investissement au niveau régional, qui est aujourd'hui un vecteur justement pour aller vers le développement global et intégré tel que le veut Sa Majesté pour un développement harmonieux dans notre pays qui se base sur le développement des régions. Et bien évidemment, le vecteur de ce développement, c'est l'investissement, mais également c'est la dimension financière, où Sa Majesté a rappelé le défi qui est posé au niveau des régions, d'aller chercher des mécanismes innovants en matière de financement, et puis bien évidemment toutes les grandes questions, les grandes problématiques auxquelles est affronté le Maroc aujourd'hui, notamment la question du stress hydrique, la question de la mobilité du transport et également la question de transformation numérique, qui seraient des axes justement qui sont posés devant les régions pour qu'ils s'intègrent dans un développement convergent, en fait tel qu'il est aujourd'hui voulu et orienté par Sa Majesté. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur ces points dont vous venez de parler. En tout cas, dans le discours royal, on sent qu'il y a des avancées dans ce chantier royal, ce chantier concernant la régionalisation avancée, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Le souverain a d'ailleurs, vous l'avez dit, cité 7 défis à relever et qui portent notamment sur l'application effective de la charte nationale de déconcentration administrative. Aujourd'hui, concernant ce point, pourquoi est-il si nécessaire et urgent de relever ce défi ? En fait, c'est nécessaire parce que la région s'impose aujourd'hui comme le vecteur de développement dans notre pays. On ne peut pas parler d'un développement global et intégré avec la réduction des disparités sociales et territoriales sans qu'il y ait un rôle plus développé des régions. Et cela passe forcément par la déconcentration. Pour que les régions aient, bien sûr, des plans de développement territoriaux, mais également qui convergent avec les stratégies nationales. Et pour cela, il faut qu'ils aient plus d'autonomie en termes de prise de décision, en termes de financement, en termes de gouvernance. Et cela passe forcément par la déconcentration. Et il faut rappeler que c'est le défi numéro 1 qui a été en fait évoqué dans le message royal. C'est l'application effective de la charte de déconcentration qui avance certainement. Elle avance parce qu'il faut rappeler que nous avons entamé cette nouvelle monture de la régionalisation avancée à partir de 2015. Il y a eu l'étape d'évaluation au mois de décembre 2019 qui a déjà marqué un certain nombre d'avancements. Et puis, il y a la feuille de route qui a dès lors été élaborée. Il s'agit aujourd'hui de faire le point, de l'évaluer. Mais on est toujours dans une dynamique d'évolution sur les différents paramètres et les différentes dimensions qui concernent justement le projet de la régionalisation avancée. Autre point, à mon avis, très important contenu dans le message royal, c'est l'appel au renforcement de la démocratie participative au niveau régional et local. À ce niveau, selon vous, quels sont les mécanismes à mettre en place pour que les populations puissent contribuer et apporter leur pierre à l'édifice ?
En fait, sur ce plan-là, je crois que le Maroc avance, la régionalisation a avancé au niveau de la démocratie participative, parce qu'il faut rappeler que les conseils régionaux sont issus des élections. Et puis, il y a aujourd'hui des structures qui sont opérationnelles, qui bâtissent dans un cadre participatif les plans de développement régionaux. Et puis, il y a des commissions qui travaillent sur différentes thématiques concernant le développement régional. Sur ce plan-là, c'est un défi, bien évidemment, qui reste encore posé parce qu'on est toujours, je dirais, dans une perspective de progrès. Il y a des avancées, mais ça reste quand même un des défis, c'est de renforcer davantage la participation, pas seulement à un niveau, je dirais, électoral, mais également populaire. Il faut qu'il y ait davantage d'implication des différents acteurs régionaux en termes associatifs, en termes d'acteurs économiques, pour que, effectivement, la dimension régionale prend une dimension globale et intégrée avec tous les acteurs, quel que soit leur rôle et leur dimension, pour que ce soit un projet partagé dans lequel, en fait, tous les acteurs sont impliqués. Stress hydrique, mobilité et transformation numérique. Pour le souverain, il faut remédier à ces problèmes car ils compromettent le développement dans les régions du royaume. Pourtant, il y a pas mal de plans et programmes élaborés concernant ces dossiers. Que faire aujourd'hui pour que leur mise en œuvre soit non seulement effective, mais qu'elle réponde aussi aux exigences de la régionalisation avancée, aux attentes des populations? Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons des plans stratégiques concernant ces différentes questions, notamment la question du stress hydrique. Nous savons que le Maroc a des stratégies à moyen terme de 2027. Nous avons également une stratégie à très long terme à l'horizon 2050. En ce qui concerne également la transformation numérique, nous avons le projet de transformation stratégique à l'horizon 2030. Ce sont des projets nationaux, mais qui ne sauraient être réalisés sans qu'ils soient appropriés de manière effective par les régions. Et donc, il est de la responsabilité des régions de s'approprier ces projets stratégiques et c'est pour ça que Sa Majesté, au niveau de ses orientations pour bâtir la feuille de route, il a axé sur ces deux dimensions, la question du stress hydrique et la question de la transformation numérique, avec la question de la mobilité et du transport, parce que ce sont des questions qui concernent tout d'abord la population d'une manière directe, mais également la dimension économique. On connaît la place bien sûr, de l'eau au niveau économique, au niveau social, et puis aujourd'hui, un des vecteurs de l'évolution de la société marocaine, c'est la transformation numérique parce qu'elle devient un socle de développement aussi bien sur le plan économique et social. Et donc il faudrait que dorénavant, au-delà des projets structurants nationaux, il faut que les régions s'impliquent davantage sur ces trois dimensions qui sont des dimensions très importantes. J'imagine le développement fulgurant que connaissent les provinces du Sud sera également au cœur, n'est-ce pas, de cette deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée? Bien évidemment, en fait, c'est un exemple, je dirais, de réussite. Il faut rappeler que, avant qu'on ait un modèle de développement national, on a eu, sous la houlette et les orientations de Sa Majesté, le modèle de développement pour les régions sahariennes marocaines. Et bien évidemment, on connaît tous l'élan en termes de développement qu'ont connu ces régions, avec plus de 79 milliards de dirhams d'investissement qui ont métamorphosé les régions sahariennes marocaines, tout d'abord sur le plan infrastructurel aujourd'hui, avec en fait les autoroutes qui vont jusqu'à le sud, le fin sud du Maroc, à travers les infrastructures portuaires, avec les infrastructures également sociales, mais également avec un élan d'investissement. Il faut rappeler aujourd'hui que la dynamique sur le plan économique et social que connaissent les régions du Sahara marocain dépasse la moyenne en termes de développement que connaissent les autres régions du Maroc. Bien évidemment, c'est un exemple sur lequel en fait le colloque va focuser parce que c'est une démonstration réelle de ce que peuvent faire les régions lorsqu'on leur donne les moyens, lorsqu'on leur donne l'autonomie. Et puis, bien sûr, il y a également une participation ou une démocratie participative au niveau des structures des régions du Sahara marocain dans lesquelles la population, tout d'abord,
d'abord participe à l'élaboration, à la conception, à la réalisation du développement, mais également il en bénéficie en priorité. Nous connaissons aujourd'hui les différents indicateurs en termes de scolarisation, en termes d'emploi, en termes d'infrastructures hospitalières, en termes d'accompagnement social dans lesquels les régions du sud marocain sont des régions modèles aujourd'hui. Et bien évidemment, le colloque mettra l'accent et focusera pour démontrer un peu cet élan de développement que connaissent les régions sahariennes du Maroc. Abdelatif Skomad, ces assises, une occasion aussi de faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des multiples composantes de ce chantier, notamment en ce qui concerne l'exécution des recommandations issues de la première édition tenue en 2019. À votre avis, quel bilan faites-vous justement de votre côté sur ce chantier de la régionalisation avancée? En fait, j'ai l'honneur d'avoir participé aux assises du mois de décembre 2019 et en fait de prendre connaissance des recommandations qui ont été une sorte de feuille de route, entre autres, pour les régions. Entre-temps, les choses ont évolué. Elles ont évolué notamment sur le plan du financement. Vous savez qu'en fait, il y avait une progression au niveau de ce qu'on appelle les transformations financières de l'État vers les régions à l'horizon 2021 pour atteindre les 10 milliards de dirhams. Ça a été fait. Ça a été fait aujourd'hui. En fait, les régions, tout d'abord, bien évidemment, vont continuer à capitaliser sur les transferts financiers de l'État, mais en même temps, ils sont appelés à chercher d'autres mécanismes de financement dans un cadre partenarial, mais également à innover en matière de financement, parce qu'il faut le rappeler, nous avons des PDR 2021-27 qui regorgent de projets et qui nécessitent beaucoup de moyens financiers. En partie, ils sont financés par les transferts financiers de l'État, mais en fait, les régions doivent imaginer, doivent innover pour aller chercher des moyens financiers, tout d'abord au niveau des organisations financières internationales, selon les dispositions juridiques et législatives qui le permettent, mais également dans un cadre partenarial. Nous avons déjà des exemples réussis, aussi bien au niveau du financement par le Fonds d'équipement communal, par la CDG Capital, par la BERD, par la Banque mondiale, mais en fait tout cela devrait davantage se développer parce que en fait les régions ils sont très ambitieuses, tout d'abord pour leur développement territorial, mais également pour qu'ils convergent avec les grandes stratégies nationales. Aujourd'hui, le Maroc aspire en fait à intégrer les pays émergents pour aller vers le développement. Cela ne saurait se réaliser s'il ne passe pas par un renforcement du développement régional avec toutes les dimensions sociales, les dimensions économiques, les dimensions financières, mais également les dimensions démocratiques. Et justement, ce colloque porte toutes sur ces dimensions en termes de réalité à ce jour, et d'où en fait l'état des lieux, mais également en termes de perspective, parce qu'aujourd'hui c'est une dynamique qui est enclenchée et qui ne fait qu'avancer. Et aujourd'hui il s'agit de faire le point et de tracer la feuille de route pour les 5 prochaines années. Abdelatif Skomad, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.